Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Là où tout commence. Vendredi 8 février 2008. Ce soir-là, il y a là, à l'évidence, comme une forme de défi. Et dès ce premier forum du 8 février 2008, organisé comme tous les autres de 18h30 à 20h, si chacun des acteurs sait à peu près quel chemin prendre pour atteindre l'objectif d'un débat mêlant intellectuels, élus, professeurs, représentants associatifs, institutionnels, stagiaires, habitants, etc., l'œuvre reste à bâtir. Quel thème ? Quelle problématique ? Quels invités, etc. Ce forum numéro 1, Chance et quartier, est conçu pour définir la programmation et le contenu de ceux qui suivront. Un tour de chauffe en quelque sorte pour employer une terminologie sportive. Son intitulé est volontairement large, quartier nord de Marseille. Une identité, des enjeux, un projet. Car la volonté des organisateurs est d'éviter un positionnement descendant des autorités, scolaires, intellectuelles, etc., vers un public plus large qui serait ainsi frappé d'anonymat, jeunes, représentants associatifs, profs, etc. Il revient à Jean-Louis Réffer, économiste et président de l'école de la deuxième chance de Marseille, E2C, de poser les jalons de la démarche. Après avoir rappelé utilement la raison d'être de l'école, il lance la réflexion sur le pourquoi de ces forums. Parce que l'école de la deuxième chance n'est pas une école comme les autres, parce qu'elle est à l'intersection de l'éducation, de l'insertion professionnelle et de l'accompagnement social de jeunes adultes dont la première chance a été gâchée, parce qu'elle est, enfin, l'un des nombreux acteurs de la politique de la ville dans les quartiers, l'E2C a décidé d'installer sur les mêmes tribunes, ses stagiaires, les responsables politiques et les acteurs techniques qui influencent les conditions de vie dans les quartiers nord de Marseille. De par son action, l'E2C tente en effet de créer des chances et des opportunités nouvelles pour les jeunes, assure le professeur Réffer. L'utilité de ces forums est donc clairement affirmée. Permettre aux jeunes stagiaires de l'I2C de participer à un large débat sur les conditions de vie dans les quartiers. Ceux du nord ou du centre-nord de Marseille bien sûr. Mais au-delà, c'est de tous les quartiers de France dont il s'agit. Ce ne sont pas les thèmes de débat qui manquent. Le logement, la cage d'escalier, la police, la sécurité interne, l'argent, la maman sans emploi, la santé, l'éducation, la formation, etc., égrène Jean-Louis Réffer au fil des échanges. Mais comment dégager un axe prioritaire, lorsque tant de priorités se profilent ? Existerait-il une bonne hiérarchisation ? Pour éviter les errements, l'E2C a demandé au plus grand sociologue français vivant, Robert Castel, d'être l'éclaireur des débats qui se tiendront dans le cadre de cette manifestation. L'auteur, entre autres, de La discrimination positive, citoyen ou indigène ? Partage cette conviction que les habitants des quartiers veulent être des citoyens de la République, comme les autres, mais que les conditions initiales de cette insertion édifient un mur que l'éducation et la formation ont bien du mal à fissurer. Comment renforcer l'efficacité de ces deux pôles dans la vie d'un jeune ? Comment faire pour diminuer le risque de griller la première chance ? Les banlieues, point avancé d'une dégradation sociale. Dans son propos liminaire, Robert Castel définit le rôle qu'il assigne à la sociologie qui doit comprendre ce qui se passe dans la société en posant le diagnostic le plus précis qui soit sur les situations de terrain. Rien ne serait pire selon lui qu'un diagnostic inapproprié ou trop généraliste, facteur d'aggravation de la situation. Chaque diagnostic sociologique doit se confronter au retour d'expérience du terrain. On peut certes partir d'un vécu largement partagé, celui d'une jeunesse des banlieues issue de l'immigration, ressentant fortement la stigmatisation d'un groupe social spécialement maltraité et stigmatisé, souvent tenu, les jeunes pour responsables de l'insécurité, de la délinquance, affirme Robert Castel. Un jugement unilatéral, injuste et faux, complaisamment répercuté par les médias, une représentation dont il faut comprendre les racines pour en combattre la part irrationnelle. Au-delà de ce cadre général, malheureusement inscrit dans la durée, les facteurs de dissociation sociale ont un impact dramatique sur le problème des banlieues et des jeunes des banlieues. Car la donne a changé. Certaines cités de banlieue peuvent être envisagées comme la pointe avancée d'un processus de dégradation des conditions de travail, d'habitat, des conditions de vie. La désindustrialisation, le chômage de masse et la précarité de l'emploi ont installé l'incertitude des lendemains,
l'insécurité sociale est souvent la pauvreté au cœur de l'existence d'un grand nombre de gens, rappelle Robert Castel. Le célèbre slogan punk rock des années 70, « Nos futurs », s'adapterait bien à ce contexte d'absence complète de lisibilité de l'avenir. Il y a 30 ans, le travail permettait une intégration sociale plus ou moins facile. Aujourd'hui, l'exemplarité même de la valeur travail a été fragilisée par le chômage mais aussi par la précarisation et la smicardisation du travail. La justification sociale que contenait le travail subit à son tour une crise. Sans valorisation sociale, l'homme est voué à sa propre énéantisation sociale, vivant de l'intérieur sa propre humiliation. Citoyenneté à géographie variable. Au chômage s'ajoute la surdétermination raciale, ajoute Robert Castel. Issu de l'immigration, le malaise des jeunes est nommé, ni vraiment français ni tout à fait arabes, extraterritorialisés sur leur propre territoire. Ils sont des citoyens français, mais ils sont traités sur un mode différent. Leur appartenance joue comme une sorte de stigmate qui fait qu'ils ne sont pas traités à parité avec leurs concitoyens. À Villiers-le-Bel, cet antagonisme jeune-police est apparu avec netteté. Le poids de cette discrimination négative est de plus en plus lourd à porter. Les statistiques, en s'affinant, révèlent les dessous de ce drame silencieux. Par exemple, si l'on porte un nom à consonance maghrébine et si l'on habite un quartier dit sensible, on a 5 fois moins de chances d'être convoqué à un entretien d'embauche. Cette discrimination se décline à tous les niveaux. L'éducation nationale, malgré la qualité de ses enseignants, peine à réduire le taux d'échec scolaire des jeunes issus de l'immigration. La consonance ethnique est un frein à l'accès au logement. Enfin, la lutte contre le terrorisme, au-delà de sa légitimité, renforce la connotation péjorative souvent rattachée à l'appartenance à la religion musulmane et l'assimilation de cette appartenance à l'islamisme radical, avec ce que cela porte comme conséquence aujourd'hui dans le contexte de lutte contre le terrorisme. Il y a en France environ 5 millions de personnes d'origine musulmane. Les passages à l'acte terroriste sont à ce jour tout à fait exceptionnels. Cette perception dramatisée souvent entretenue par les médias pèse très fort dans le contexte actuel, poursuit Robert Castel. Un déni grave de citoyenneté. Ces jeunes se frottent ainsi au quotidien à un déni grave de citoyenneté, Robert Castel. L'évidence saute aux yeux. Le modèle républicain qui a bien fonctionné lors des précédentes vagues d'immigration n'assure plus une égalité de traitement de tous les citoyens. 2 ou 3 générations plus tard, les étrangers devenus français sont restés étrangers. Comme si l'immigration des parents était quelque chose d'indélébile, comme une trace qui colle à la peau et qu'il faudrait continuer à porter, même lorsque l'on est né en France et que l'on ne s'est jamais rendu en Algérie ou au Sénégal, affirme Robert Castel. Ce dernier pointe là un racisme culturel, différentialiste. C'est cette conception d'une culture pensée comme étant inférieure car issue de pays que l'on a colonisés, dit-il. D'où la colère des indigènes de la République, auteur d'un manifeste soulignant la profonde injustice réservée aux populations issues des anciennes colonies. En cherchant des remèdes, Robert Castel distingue et lie les dimensions politiques et sociales. La dimension politique définit la conception que nous nous faisons de la citoyenneté. Les intégristes de la République récusent toute différence ou particularité considérée comme une menace à l'unité de la nation. Dans le débat sur le voile islamique, les intégristes de la République ont dénoncé une agression de la France tribale contre la France républicaine. Alain Finkielkraut, qui a employé ces formules, représente assez bien cette posture qui est dangereuse car elle risque de construire le communautarisme, constate le sociologue. Pour les personnes issues de l'immigration, la contradiction est insoutenable. Elles sont sommées de faire le deuil de toute appartenance à une culture étrangère et en même temps cette appartenance leur est incessamment rappelée à travers les traitements discriminatoires. Le sociologue et linguiste américain Erving Goffman a bien décrit cette tentation de s'enfermer dans sa différence et de retourner le stigmate, en portant haut la fierté de la race contre les promesses d'égalité qui n'ont pas été tenues par la République. Le pluriculturalisme et la pluriethnicité interrogent le modèle républicain français. Est-il en mesure de tirer profit de sa diversité dans un monde ouvert aux échanges ? L'inégalité de traitement des citoyens au regard de leurs origines ne menace-t-elle pas sa cohésion sociale ?
La dimension sociale doit faire la part belle à la discrimination positive, selon Robert Castel, faire plus pour ceux qui ont moins. Même si elle comporte un risque, celui de la stigmatisation d'une population. Le cas du RMI est suffisamment parlant. À son origine, en 1998, la population dans son ensemble en a salué le bien fondé, mais le relatif échec des dispositifs d'insertion et le maintien des bénéficiaires dans un état de précarité ont eu pour conséquence de faire des RMistes des parasites au détriment de ceux qui travaillent. La force de la politique de la ville est d'éviter ce type de reproche en s'attelant au territoire plus qu'à la personne, en n'enfermant pas les gens dans leurs particularités. Et le programme des forums prit forme. L'exposé de Robert Castel a permis de lancer plusieurs discussions autour de différents thèmes. L'emploi, le logement, les mentalités et l'éducation, les médias, la sécurité et la citoyenneté. Sur l'emploi, le public et les invités sont tombés d'accord sur le fait que sa cruelle absence dans les quartiers rend fertile un terreau délictueux. Pour se procurer de l'argent facile, les jeunes commettent des vols et des délits afin d'accéder par la même porte que les autres à l'univers, à bien des égards déstructurants de la consommation. Mais les difficultés d'accès à l'emploi sont multifactorielles. Tour à tour, les intervenants ont insisté sur leurs difficultés personnelles. La garde des enfants peut être un empêchement réel pour certaines femmes. Élue du secteur, Samia Ghali insiste sur le fait que 50% des entreprises en zone franche urbaine, ZFU, n'embauchent pas en CDI 5. Karim Touche, du Centre social de la solidarité met en relief l'inadéquation entre la formation initiale des jeunes et moins jeunes, et les emplois mis sur le marché, sans oublier le fait que les emplois manuels ne sont pas prisés par les jeunes concernés. Pour Daniel Verlet, de la mission locale des 15e et 16e arrondissements, la société de surconsommation pousse certains jeunes à se dire prêts à tout pour gagner de l'argent. Les emplois existent, mais ils ne sont pas valorisants. Dans la continuité de ce débat, certains ont ébauché quelques propositions. Il faudrait rendre prioritaire l'embauche des gens habitant le quartier lors des chantiers de rénovation urbaine, ce qui se fait déjà avec la clause obligatoire d'insertion sociale mais que certaines villes optimisent mieux que d'autres. Le fait de rendre le CV anonyme est positivement accepté par certains, ne serait-ce que pour optimiser la possibilité de décrocher un emploi. L'ANPE et les missions locales ont été interpellées pour un accompagnement plus individualisé des personnes sans emploi. Certains stagiaires de l'école de la deuxième chance croient même aux vertus des quotas, tant de salariés d'origine maghrébine, tant d'autres d'origine africaine, etc., avec sanctions à la clé pour les entreprises fautives. Samia Ghali souhaite de son côté que les entreprises installées en ZFU s'impliquent plus pour assurer la pérennisation des emplois endogènes. Les habituelles critiques pointent l'inadéquation entre le diagnostic et les réponses. Les états des lieux se succèdent, diagnostiquant les mêmes lacunes. Mais les remèdes apportés depuis des années ne suffisent pas à inverser la tendance. Un autre sujet a été mis en avant, celui du logement. Là aussi, le constat est connu, tant il est récurrent. Habitats délabrés, insalubres, sales, des logements vacants qui ne sont pas attribués, assure la note de synthèse rédigée par l'école de la deuxième chance. Le public accuse aussi le trop grand décalage qui sépare le temps des commissions d'attribution de la livraison réelle des logements, et l'inadaptation de certains logements aux besoins d'une famille nombreuse. En filigrane pointe l'absence de mixité ethnique et sociale dans les cités, vécue comme une volonté des pouvoirs publics de parquer les communautés entre elles, en favorisant ainsi le communautarisme dont ils assurent par ailleurs être d'ardents opposants. Face à un tel constat d'enfermement, le principe de la démolition-reconstruction fonctionne dans l'imaginaire comme une régénération, car il faut construire des habitations à dimension plus humaine qui ressemblent moins à des prisons. L'espoir réside aussi dans le changement d'image. Une personne propose même que l'on ne parle plus de cité, mais de résidence, comme si les mots contribuaient à eux seuls à l'enlaidissement du quotidien. Un enfermement toujours plus lourd à supporter. Les jeunes aiment bien parler entre eux de « mentalité du quartier ». Cette dernière, d'après les stagiaires, aurait du mal à évoluer. L'environnement, le cercle des jeunes, le rap, la télé définissent un univers enfermé sur lui-même. Les filles ressentent plus fortement encore la puissance régressive de ce clapet, le poids de la tradition et de la religion étant plus lourd à leurs yeux, à supporter.
Les stagiaires de l'école refusent de faire porter la responsabilité de la dérive des jeunes sur les seuls parents. Ils sont dépassés, assure-t-il. L'environnement du quartier, plus influent, a pris le dessus sur le cadre parental. L'impression de délaissement des cités se traduit aussi dans le rapport des familles avec l'éducation nationale. Elles ne comprennent pas pourquoi les enseignants les moins expérimentés se retrouvent face à des classes difficiles. L'espoir repose pourtant essentiellement sur les épaules de l'école. Mais elle fonctionne comme pour le logement. La mixité sociale n'est plus investie comme un projet collectif. Les riches fuient l'école de la République, parfois invités à le faire par les profs. Au rayon des propositions, les intervenants estiment qu'il serait judicieux d'alléger les classes des US ou encore d'intégrer une approche psychosociologique des quartiers dans la formation des enseignants. Bernard Susini, élu UMP qui fut en charge du portefeuille de la politique de la ville à la mairie de Marseille, propose de confier le soutien scolaire aux jeunes de ces quartiers qui ont réussi sur le plan professionnel et ou intellectuel, en agissant ainsi sur la double détente du service rendu aux enfants et de l'exemplarité de la réussite des étudiants. L'anamorphose médiatique. Les médias sont aussi montrés du doigt. Paradoxalement, alors que les jeunes stagiaires soulignent une mentalité quartier qui n'évolue pas positivement, le fait que les médias renvoient une image négative du quartier suscite de la colère alors qu'elle illustre parfois leur propre point de vue. Mais la télévision aurait tendance à distordre la réalité, à grossir les défauts. Il ne s'agit pas de nier la violence, mais d'en atténuer la maximisation. De plus, la télé est perçue pour les stagiaires comme un lieu de régression intellectuelle. Beaucoup de jeunes passent leur temps devant leur télévision et se sentent obligés d'aller reproduire ce qu'ils voient. Les voitures et les bus brûlés par exemple, assure un stagiaire. Mimétisme du pire qui serait mieux endigué si une forme d'éducation à la critique des médias existait. Certains vont jusqu'à vouloir déposer plainte dès qu'un reportage diffuse une mauvaise image de la cité. Ce qui indique au passage le degré de souffrance que provoque la stigmatisation. Si le mal-être des cités reste confiné en quelque sorte dans les murs de la cité, il est mieux accepté que lorsqu'il est caricaturé par les médias, semble dire les jeunes. Il est vrai que la complexité des cités rend délicat le travail des journalistes, eux-mêmes confrontés à une forme de précarité, celle d'une méconnaissance presque involontaire, dans un univers télévisuel où la productivité est devenue la qualité première du journaliste et où ce dernier doit s'accrocher à une forme de marche ou crève de la polyvalence. La question de la sécurité est sensible. Certains stagiaires de l'école de la deuxième chance estiment que la vente et la consommation des produits illicites sont les deux causes essentielles de l'insécurité. D'autres considèrent que la police préfère laisser faire pour s'assurer la paix sociale. Sur un sujet qu'elle connaît bien, Samia Ghali insiste sur un point. La problématique de la drogue dans les quartiers a retiré un peu de l'autorité aux parents qui ont perdu beaucoup d'énergie pour tenter de sauver un ou deux enfants touchés par ce fléau et de fait ont délaissé leurs autres enfants. Dans les propositions de résolution des problèmes liés à la sécurité, certains jeunes stagiaires ne seraient pas opposés à la suppression des allocations familiales pour les parents les plus irresponsables. Plus étonnant encore, la réinstauration du service militaire est avancée comme une solution possible pour mieux cadrer les jeunes. L'imposition plus fréquente de travaux d'utilité publique serait aussi une bonne solution pour faire réfléchir certains délinquants. Bernard Susini propose de mener des actions volontaristes en matière d'alphabétisation des parents, afin que ces deniers puissent reprendre en main le soutien scolaire des enfants. Cette proposition s'inscrit dans la volonté de replacer l'adulte au cœur de la société. Sensation d'un refoulement citoyen. Autour de la citoyenneté, le premier constat des stagiaires est sec, ils ne se sentent pas des citoyens comme les autres. L'absence de travail, les origines ethniques et sociales, le parcage dans les cités sont les causes de ce refoulement citoyen. D'autres stagiaires estiment cependant qu'il est trop facile de s'exclure aussi facilement de la société. Les préjugés existent aussi dans l'autre sens, vis-à-vis de ceux qui vivent en dehors des cités. Pour sortir de cette situation, l'éducation à la citoyenneté doit être menée au plus tôt, à l'école, dans les centres sociaux, pour affermir le sentiment d'appartenance à la société, pour jouer la carte républicaine à fond. Élargir l'horizon des jeunes, à travers des actions caritatives, notamment dans des pays en voie de développement,
est considérée comme une excellente école de la citoyenneté et de la vie tout court. En conclusion de ce premier forum de mise en bouche, Marie-Josée Sermolax estime qu'il faudra appréhender ces questions sous l'angle philosophique. La question transversale à toutes les problématiques qui ont été exposées est celle-ci: quel est le rôle de l'être humain dans cette société? Quel avenir voulons-nous pour nous tous? Comment gérer cette société, et avec quels moyens humains et financiers? Il faudra également poser la question de la répartition des richesses, assure-t-elle. Toutes les collectivités locales doivent s'impliquer, assure Bernard Suzini, pour s'entendre sur les actions et les axes d'intervention à mettre en place. Des démarches se font régulièrement, les débats ne manquent pas, les diagnostics sont durablement établis et enrichis dans le temps, grâce à la mobilisation citoyenne, associative et politique. Cette dynamique transversale de l'échange suffit-elle à opérer efficacement à l'échelle concrète du terrain? Les autres forums tenteront de répondre à cette douloureuse interrogation. Chapitre 2. Relations médias-banlieue, de l'exotique et du spectaculaire. Les quartiers nord de Marseille ont un problème d'image. Autant inviter ceux qui en sont les metteurs en scène, à savoir les journalistes, à s'expliquer sur ce décalage entre la perception des quartiers nord et la réalité du vécu des habitants. D'emblée, dès ce deuxième forum, les jeunes stagiaires et la direction de l'école considèrent qu'il est bon de se regarder au fond des yeux. Pendant la préparation de cette deuxième conférence, le quotidien La Provence a décidé de s'associer à la démarche des forums. Ce partenariat s'est noué parce que La Provence elle-même est interpellée par cette image, qu'elle renverrait mal ou pas aussi bien qu'elle l'espérerait. Elle ressent le besoin d'en parler avec ses lecteurs exigeants que sont les habitants des quartiers. Philippe Schmitt, rédacteur en chef adjoint de La Provence, animera ce débat et ceux qui suivront. Ce soir-là, il est autant acteur qu'animateur. Hugues Girard, journaliste à France 3 Méditerranée, a aussi accepté d'être présent à la tribune. Rachid Tigilt, adjoint au maire des 15e et 16e arrondissements, est également présent pour porter un témoignage d'élu. Ce forum vise deux objectifs. S'interroger sur l'influence que les médias d'information, presse écrite, télévision, radio, exercent sur les quartiers nord de Marseille. Dialoguer avec des journalistes sur la manière dont les médias traitent la question de la problématique des banlieues en général et des quartiers nord en particulier, comme il est écrit dans le compte-rendu du forum. Un rite s'installera à chaque ouverture de forum. Le sociologue Robert Castel propose un diagnostic sur le sujet du soir. Cette introduction est retranscrite dans son intégralité et le sera pour tous les autres forums. Robert Castel répond d'abord à une question inaugurale de Philippe Schmitt. Sentez-vous venir une discrimination médiatique envers les quartiers nord de Marseille? Il m'est difficile de répondre directement à cette question dans la mesure où je suis obligé de l'avouer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.